Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénard et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif et j'anime ce podcast depuis 5 ans. Après une longue expérience salariée dans le marketing, la communication et le développement commercial, j'ai changé de terrain de jeu il y a 1 an et demi en me mettant à mon compte. En plus de mes activités liées au podcast, j'accompagne désormais les créatrices et les créateurs du secteur du DIY dans le développement de leur activité. Je propose notamment des ateliers de travail et un programme audio de formation à l'entrepreneuriat créatif qui s'appelle Copilote et je vous en dis plus en fin d'épisode. Sur mon podcast, je vous donne rendez-vous chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 130 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous avez un petit bouton s'abonner sur la fiche du podcast. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez averti des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, je partage avec vous ma conversation avec Rosen, qui a créé Pottery with Soul. Elle nous parle de son long cheminement professionnel pour arriver à l'équilibre qu'elle a actuellement entre son activité salariée à 3/5 et son activité de céramiste. Mais avant ça, elle est passée par un burn-out. Elle nous explique donc comment elle a réussi à se reconstruire, pas après pas, morceau de terre après morceau de terre également. On a évidemment parlé aussi un peu de porcelaine. Elle nous explique comment elle compose ses collections et nous parle du procédé de la porcelaine papier que je ne connaissais pas. C'est une conversation pleine de sensibilité et dans laquelle Rosen s'ouvre beaucoup. Ce n'est jamais facile de montrer ses vulnérabilités, on en parle d'ailleurs, alors je remercie encore Rosen de s'être livrée comme ça. Et pour les membres du club Fait Main, vous aurez accès à un épisode bonus dans lequel Rosen nous donne son conseil numéro 1 quand on travaille pour soi, et que j'ai particulièrement eu besoin d'entendre aujourd'hui, et elle nous rappelle l'importance de partager les mêmes valeurs que les personnes auxquelles on s'associe. Elle nous explique également comment elle a géré l'explosion de ses coûts de revient avec la crise énergétique de l'année dernière. Pour devenir membre du club, c'est ultra simple, je vous en parle après l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Rosen, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Fait Main, bienvenue. Merci Mélanie, merci pour l'invitation et je suis ravie d'être ici. Avec grand plaisir pour l'invitation. Ça fait longtemps qu'on voulait enregistrer ensemble, donc voilà, ça y est, notre heure est arrivée, donc je suis contente. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer, s'il te plaît? Moi c'est Rosen, je suis la fondatrice de Pottery with Soul, je suis bretonne et j'habite en Belgique depuis une 20aine d'années. J'ai créé ma marque il y a à peu près 4 ans, mais je fais de la céramique depuis à peu près 12-13 ans, à temps partiel. Donc, c'est un processus qui s'est mis en place petit à petit, mais pour l'instant, je suis aussi toujours salariée d'une société américaine pour laquelle je travaille depuis plus de 20 ans. Et avant ça, j'étais prof de français en France pendant 4 ans. D'accord. Donc, ta formation initiale, c'était pour être enseignante? Donc j'ai après mon bac de lettres, j'ai fait Cagnes-Hippocagne à Brest. Ensuite, j'ai fait une licence d'anglais, j'ai fait une maîtrise de lettres modernes, j'ai passé le CAPES et puis j'ai commencé à enseigner comme tout jeune prof en lycée professionnel avec des élèves en électromécanique, électronique et j'avais 22 ans. Alors, tu connais comment fonctionnait, enfin, peut-être pas, mais l'éducation nationale est très, très logique. J'étais prof de lettres, mais on m'a mis dans un lycée d'enseignement professionnel où c'était double matière. Donc, en fait, j'étais français et histoire-géographie, ce que je n'avais jamais étudié de ma vie. Donc, c'était assez compliqué. Mais en plus, j'avais 22 ans et eux, ils en avaient 20. Ouais. Et ça n'a pas été facile tous les jours, je dois avouer, de gérer des classes que des garçons. Que des garçons. Toi, toute jeune fille. Ouais. Et moi, une fille, ça a été assez formateur, je dois avouer, mais tellement formateur que finalement, à la fin de ma première année, j'ai demandé à rester dans ce lycée. D'accord. C'était le lycée professionnel de Briare, qui est une petite ville pas loin d'Orléans, où il y a les émaux de Briare qui sont fabriqués d'ailleurs, la céramique. Et j'habitais à Gien,
qui est aussi un endroit où il y a évidemment la faïencerie de Gien. Et donc, j'allais très souvent au magasin d'usine acheter des pièces pas trop chères. Donc voilà, il y avait peut-être quelque chose déjà au-dessus de ma tête, tu vois, qui me faisait penser que la c'est rigolo. céramique allait jouer un rôle. Donc, je suis restée 2 ans au lycée professionnel de Briare, et puis ensuite, je suis restée 2 ans au collège de Sully-sur-Loire, qui n'était pas très loin non plus, où il y a un festival de chant lyrique qui est organisé, un très joli petit château aussi. Donc, en termes d'endroits où j'étais, c'était très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette région, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait en fait. Et je pense que c'était aussi très difficile pour moi de gérer les parents. Je suis quelqu'un qui a une grosse sensibilité, un peu trop grosse, mais c'était pas facile effectivement de gérer des parents qui voyaient en moi une petite gamine en plus, et ça me coûtait énormément émotionnellement, ça me fatiguait beaucoup. Et puis, j'avais aucun épanouissement. Donc, je pense que ni pour les enfants, ni pour moi, c'était finalement le bon match. Même si ça s'est toujours très bien passé. Les élèves de 3e que j'avais à Sully-sur-Loire m'avaient envoyé une petite carte quand je leur avais dit que je quittais l'éducation pour partir à Bruxelles. Et j'ai toujours cette petite carte, et ils étaient adorables, quoi. Ils m'avaient vraiment envoyé des gentils mots, etc. Mais voilà, c'était pas, je pense, finalement, la voie que j'aurais dû choisir. Et au départ, je le savais. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire, en fait, attaché de presse dans une maison d'édition. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Je pense qu'effectivement, le monde de la communication, tout ça, c'était quelque chose qui m'avait toujours plu, mais pas forcément dans l'enseignement. Ouais. Bon. Et alors, tu décides donc d'aller à Bruxelles pour... comment ça s'est fait? Pourquoi Bruxelles? Parce que quand on vient de Bretagne et quand on était dans dans le centre comme ça... À ton avis? L'amour? Voilà. Exactement. Un week-end, j'ai décidé de rendre visite. J'habitais toujours à Orléans. Et j'ai décidé de rendre visite à mon cousin qui faisait son service militaire civil à Bruxelles. Et il m'a fait rencontrer un de ses collègues. Et 6 mois plus tard, je déménageais. Et j'emménageais avec lui. Donc voilà. Okay. Une belle histoire. Et c'était facile parce qu'en fait, c'était à un moment donné où je savais que je voulais reprendre certaines études. Bruxelles, on parle français. Il y avait des équivalences que je pouvais avoir. Donc, je me suis inscrite pour une année d'études complémentaires à Louvain-la-Neuve en communication d'entreprise. Donc, des bases de journalisme, des bases de création d'événements, de communication d'identité d'image, de choses comme ça. Donc, c'était une très chouette année. Tu disais que donc tu as ton activité salariée et ton activité à ton compte. Ton domaine d'activité dans ton activité salariée, du coup, c'est dans la com? Je me suis éloignée petit à petit de la com. En fait, je suis tombée dans Internet dans les années 2000 parce qu'effectivement, j'ai 52 ans. Donc, ça fait un bout de temps que je travaille là-dedans. Dans les années 2000, je travaillais pour une société belge qui avait été rachetée par une société américaine, et je faisais leur site Internet. D'accord. Et donc, je travaillais avec un web designer, une agence, et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré. C'était l'époque où on faisait encore des sites Internet en Flash, t'imagines? Et j'imagine très bien. Et ça met un coup de vieux tout à coup. Voilà. Levez la main qui connaît Flash. On existe plus depuis des années. Cette société a fait faillite. C'était une société qui travaillait dans la reconnaissance vocale. Et elle a fait faillite. Et donc, j'ai eu ma petite fille à ce moment-là. Donc, ça tombait bien. C'était un moment où j'ai pu rester à la maison pendant 6 mois. Et quand j'ai retrouvé un travail d'abord chez Western Union. Et je me suis occupée de leur communication interne, donc de leur intranet. Donc là aussi, à nouveau, dans marketing digital, mais interne. Ça m'a permis de voir que c'était pas du tout ce que je voulais faire, la communication interne. Et ouais, c'est spécial, ouais. Ouais, c'est particulier. Donc la communication interne, c'est un peu particulier parce qu'on ne s'adresse que aux salariés, aux collaborateurs. Donc finalement, c'est beaucoup. Alors aujourd'hui, on appellerait ça aussi peut-être un peu marque employeur. On va développer finalement, essayer de faire en sorte que les collaborateurs soient bien dans l'entreprise et donc promouvoir tout ce que l'entreprise fait pour les salariés, etc. Exactement. Et c'était un petit peu mon problème, c'est qu'il y avait effectivement pas mal de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Ouais.
Moi-même, je n'adhérais pas forcément à tout ce que je devais faire passer comme message. Donc, Ouais. c'est compliqué dans ce cas-là d'être vraiment la plus performante. Pour tout ce qui était les outils, pour tout ce qui était la façon de communiquer, oui, mais c'est vrai que quand tu t'engages pas, quand tu n'y crois pas toi-même à 100%, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est valable. C'était pas pour Western Union, hein, qui serait valable pour n'importe quelle société. On a toujours comme ça des choses avec lesquelles on est un peu en porte-à-faux. Donc voilà, je me suis dit la communication interne, c'est pas pour moi. Et j'ai postulé pour un job chez Mercer. Hein. C'est une grosse société qui m'a permis d'évoluer pendant des années. Et puis au fur et à mesure, j'ai progressé dans des choses un petit peu plus techniques. Et en fait, maintenant, je m'occupe plus du site internet, mais je suis chef de produit. Et le produit, c'est une application digitale dans le domaine de la santé. Du coup, t'es à mi-temps, t'es à 80, t'es à Pas 60? tout à fait. Je suis à 3/5. Donc je travaille lundi, mardi, mercredi D'accord. pour Mercer. Et le reste du temps, oui, je consacre, c'est un peu variable en fonction des jours, mais je consacre du temps à Pottery with Soul les jeudis, vendredis, samedis. Et le dimanche, c'est absolument repos. Ouais. C'est pas négociable. Non, c'est pas Ouais. négociable. Bah oui, t'as déjà une activité assez dense. Et alors, ce choix aujourd'hui d'avoir cette double activité, donc ça fait effectivement des semaines assez intenses. Comment tu le vis? C'est une question d'équilibre? Est-ce qu'il y a une question d'équilibre économique, mais où ça va au-delà de l'équilibre économique et de simplement de l'équilibre déjà mental finalement, d'avoir cette double activité qui est importante pour toi? Ben, je pense qu'il y a les deux. Le cheminement s'est fait, je te disais, très progressivement. Donc, en 2019, j'ai eu un burn-out et j'ai été absente pendant 1 an et demi. Et comme la plupart des gens dans cette période-là, la seule chose qu'on veut, c'est ne plus penser au travail, avoir quelque chose, une activité qui nous permet de nous reconstruire, quelque chose qui nous permet de nous ressourcer, de nous apaiser. Et c'est vrai que je me suis plongée vraiment à fond dans la céramique à ce moment-là. Mais tu en faisais déjà, hein, tu expliquais, ça faisait Oui, 12-13 ans que tu en faisais. Hein. Donc oui, tu oui, oui. avais déjà cette pratique. J'avais cette pratique, je faisais quasiment 5 heures par semaine, en fait, hein, dans un atelier à Bruxelles, qui m'a donné énormément de bases sur tous les aspects de la céramique. Mais je ne pratiquais pas à la maison. Et en fait, pour mon anniversaire, puisque j'ai été arrêtée au début du mois de septembre, mon anniversaire c'est fin novembre, mon mari m'a acheté un tour. Et Ok. donc j'ai commencé à faire du tour dans la cave. Mais pour revenir à ta question, pendant au moment où j'ai commencé à réfléchir à revenir au travail, évidemment, c'est poser la question, est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens dans la même société? J'ai eu la chance de changer de service. J'ai eu la chance de changer d'équipe. Donc, je suis pas retombée dans un environnement qui était toxique. Et par conséquent, ça n'était pas pour moi exclu de revenir dans cette société. Mais à l'époque, je me suis demandé est-ce que ça sera quand même sain. Et j'ai voulu tout envoyer bazarder, évidemment, et me J'imagine. dire je ne fais que de la céramique. Mais après énormément de discussions avec ma coach, puisqu'évidemment j'avais une coach professionnelle, on s'est rendu compte que je risquais de passer d'un burn-out à un autre burn-out, puisqu'en fait, quand on est en burn-out, on est aussi extrêmement stressé. On a énormément d'appréhension, d'anticipation négative. On est très, très fatigué. Pour refaire son niveau d'énergie, ça prend des années. Et se remettre dans une situation d'indépendante complètement où, en fait, finalement, on a énormément d'incertitudes, je me suis rendu compte que ce n'était pas me rendre service. Ouais. Donc, j'ai demandé à mon employeur à ce moment-là si je pouvais recommencer à 4/5e. Parce que j'étais à temps plein avant. Et je pense qu'en fait, dans ma tête, j'ai même pas pensé demander un 3/5e. Tu vois, c'était aucune C'est moins entreprise. connu. Ouais. C'est moins Voilà. évident, hein, un 3/5e par rapport à un 4/5e. 4/5e, c'est 80%. Donc, Ouais. par exemple, toutes les femmes, c'est à la fois très cliché et pas du tout cliché ce que je dis, mais les femmes qui
prennent majoritairement des 80% par rapport aux hommes, voilà, c'est un 4/5, c'est un 80%, c'est assez commun. Exactement. Donc, j'ai même pas pensé à demander un 3/5. Je me suis dit 4/5, ce sera déjà ça. Ce qui m'a été accordé sans problème, parce que c'est vrai que la société est assez flexible, je dois avouer. J'étais déjà aussi auparavant à 4/5 pendant les années plus jeunes de mes enfants. Et ça, c'est très bien fait comme ça. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de temps pour développer mon activité de céramiste, en fait. Parce que là, je faisais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, vendredi, samedi, dimanche. J'avais plus de jours pour moi. J'avais plus de temps pour ma famille. Et finalement, c'était quand même un cycle qui m'engageait dans une situation où j'allais m'épuiser aussi. Donc, j'ai réfléchi, j'ai mis en place énormément de façons de faire différentes. J'ai testé plein de choses. Au début, ce que je faisais, c'est que je faisais un petit peu tous les jours de Pottery with Soul, tout ce qui était administratif, je le faisais très tôt le matin ou très tard le soir, dans les jours où je travaillais pour la société. Et en fait, je me suis rendu compte que cette gymnastique mentale constante était aussi pas favorable. Et tu travailles tout le temps, quelque part. C'est-à-dire que même tu travailles tout le temps. Voilà, tu travailles tout le temps. Mon travail déjà dans la société me demande d'être présente sur plein de fronts différents. J'avais l'impression de plus rien gérer en fait, et de ne plus avoir d'espace pour ma famille. Et c'est vrai que je devenais un peu grincheuse, je devenais assez vite irritable, je voyais que je commençais à avoir du mal à dormir à nouveau. Donc c'est là que j'ai pris la décision de faire les jours où je travaillais pour Mercer, je ne faisais que Mercer. Les jours où je travaillais pour Pottery with Soul, je travaillais que pour Pottery with Soul, et je m'accordais le dimanche. Mais là aussi, ça a été compliqué à gérer en termes de production. J'arrivais plus à produire suffisamment, en fait. Et à ce moment-là, chez Mercer, on m'a proposé un autre job. Donc là, je changeais complètement. Donc avant, j'étais toujours sur le site Internet. Maintenant, c'est sur l'application. À ce moment-là, il y a eu des problèmes de santé dans ma famille, des choses qui se sont mises en place qui ont fait que ça me paraissait évident juste de demander. Et je crois aussi que c'est un truc que le burn-out m'a appris, c'est à demander. Je suis quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai été en burn-out, qui ne demande jamais, qui essaye de faire tout toute seule, qui ne demande pas d'aide, qui ne dit jamais non. C'est ce que j'allais dire, qui ne sait pas dire non, ouais. Et qui pense que c'est tout à fait normal de faire tout seul. Ouais. Et donc, qui a peur aussi d'entendre un non. Voilà, on va pas non plus se mentir, on n'aime pas entendre un non, donc on demande pas quelquefois. Oui, et puis, j'ai jamais fait le lien, mais t'as raison, on demande pas parce qu'on n'a pas envie d'attendre un non. Mais c'est exactement ça. En fait, je pense que quelque part, on a peur d'être rejeté quand on entend un non, alors que ça n'a rien à voir. Bon, enfin, bref, il a fallu chez moi détricoter un certain nombre de croyances comme ça. Mais j'ai demandé. Et j'ai eu un oui. Incroyable. Donc, on peut demander. On peut demander. On peut demander. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, on vous dit non. Si vous demandez pas, de toute façon, vous restez dans la même situation. Et voilà. Donc, ça fait depuis maintenant juin 2023. Donc, ça fait 1 an. Et c'est, je dois avouer, idéal. C'est vraiment ce qui m'a permis de trouver un équilibre. Alors, je travaille énormément les lundis, mardis, mercredis. Je pense que faut bien être conscient que d'un point de vue rentabilité, on est finalement extrêmement efficace en 3 jours. Je pense que je fais autant que si je faisais en 4 jours. Ouais. Parce qu'en fait, on revoit ses priorités. C'est pas que je travaille plus quelque part. Je fais pas des heures, je fais pas des 8 heures. Mais effectivement, il faut que j'apprenne à gérer mes priorités, déléguer les 2 jours où je suis pas là pour qu'il y ait une continuité, que j'arrive pas le lundi passer toute ma journée à faire du catch-up sur les dossiers. Mais cet équilibre est important pour moi parce que ça me permet de travailler avec des gens. Alors que quand je travaille pour Pottery with Soul, clairement, je suis toute seule dans mon atelier. Je donne pas d'atelier. Donc, je suis pas en contact avec des gens non plus qui viennent prendre des cours. Et je fais pas de démarchage
avec des boutiques, donc je ne vais pas voir des personnes pour leur donner mes produits. Je suis vraiment toute seule. Et j'aime bien cet aspect où j'ai l'activité avec des personnes pendant 3 jours et ma liberté, ma paix intérieure, mon petit Ta bulle. cocon, ma bulle, qui me permet de me ressourcer et qui me permet de recommencer la semaine. Donc, ouais, pour moi, c'est l'équilibre qui me convient pour l'instant, parce que je sais très bien par expérience que les choses changent. On peut avoir à un moment donné perdu cet équilibre et on doit remettre en place autre chose. Il faut essayer juste de trouver ce qui convient. Généralement, chez moi, quand j'ai un problème physique, je me dis, ah, il y a un truc qui va pas. Je me pose, je réfléchis, je réajuste, je teste et je vois bien. Oui. Un peu comme dans l'expression, par exemple, j'en ai plein le dos, qu'on a mal au dos, j'en ai plein le dos. C'est exactement ça, surtout qu'en plus chez moi c'est toujours le dos, je me fais des lumbagos, je me déplace des vertèbres cervicales, effectivement c'est souvent très inflammatoire, j'ai aussi des bursites, des tendinites, tout ce qui est en hit, et c'est vraiment un truc que je me dis ok, là il faut vraiment que je mette pause, que j'analyse, et c'est incroyable mais souvent ça fonctionne, hein. Et les tendinites, tu les as où? Alors, j'ai des tendinites au poignet, évidemment, avec le tour. Mais, et voilà, là, il y a un côté aussi simplement mécanique parce que les articulations sont sollicitées. Tu penses qu'il y a forcément quelque chose de mental derrière, lié à la surcharge d'une manière ou d'une autre? Oui, parce qu'en fait, ça arrive à des moments où je suis un peu stressée, soit parce que justement je me dis qu'il va falloir que je produise plus parce que j'ai pas assez vendu et donc il faut que je réassortisse, que je refasse le stock, ou alors parce que j'ai eu une grosse commande et que je suis un peu stressée parce que quand on arrive à la fin, il y a toutes les cuissons à faire et certaines cuissons ratent et j'ai pas beaucoup de temps après pour refaire si jamais j'ai un souci. Donc, accepter des grosses commandes, c'est quelque chose, je sais maintenant que je dois faire de façon limitée. Gérer un petit peu mieux mes ventes, gérer un peu mieux mon stock pour ne pas être en fin d'année dans une situation où je me dis il faut absolument que j'ai suffisamment de pièces sur mon site internet pour les fêtes. Donc maintenant, je fais tout ça en juin, juillet, août. Je crée vraiment toutes les pièces pour le site. Donc en fait, toutes ces petites choses me font prendre conscience que ma façon de travailler n'a pas forcément été la plus adaptée et que je dois lever le pied, que je dois mettre l'accélérateur à un autre endroit. Donc en fait, c'est des petites choses qui me permettent de mieux diriger mon effort. Je te posais la question sur la tendinite parce que moi j'ai une grosse tendinite au niveau de l'épaule et donc je n'ai pas trouvé de lien, oui, psychologique ou mental. Je me dis juste, bah, j'ai mal à l'épaule, quoi. Tu vois, autant effectivement le dos, moi j'ai des gros soucis aux pieds, donc tu vois tout ça, je peux y trouver un lien avec. Ce que j'ai appris, c'est que les inflammations sont souvent liées à un système immunitaire qui est un petit peu déficient. Par conséquent, une fatigue. Et cette fatigue peut être causée par un stress, parce qu'on dort moins bien, etc. Donc en fait, moi, j'essaie toujours de remonter à la cause du stress. Qu'est-ce qui, dans ma situation actuelle, ne me convient pas? Et en règle générale, je le sais là. Tu vois, je le sais dans ma tête. Oui, mais forcément, quand tu me dis ça aussi, je me dis, bah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. voilà. Tu te fais la liste. Et en fait, maintenant, j'écoute mon corps. Alors, ça paraît très con de dire ça, mais c'est vraiment très important. Ok, un rhume, c'est un rhume. Tout ce qu'on peut choper, ce sont des bactéries, des virus, mais c'est souvent lié au fait qu'on a un système immunitaire qui est un petit peu plus fragile. Et donc, pourquoi? Quelquefois, c'est qu'on mange mal. On a notre flore intestinale qui est dans tous nos états. Pourquoi est-ce qu'on mange mal? On peut surcompenser aussi des choses. Bref, notre corps est vraiment un reflet de la situation dans laquelle à laquelle on l'expose. Et revenir un petit peu à mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Comment est-ce que je gère tout ça? Pourquoi est-ce que je le fais?
Ça permet vraiment d'arriver quelquefois à une cause bien précise. Et quand on l'adapte, quand on la retire, ben franchement, moi, à 90%, je vois un changement. Mmh. Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Je mettrais juste une nuance pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent: «Bah, moi, j'ai pas choisi». Tu vois, il y a des choses, je pense à des maladies graves, où, tu dois chercher, les causes, pourquoi ça m'arrive à moi et cetera. Et tu vois, tu as vite fait sans doute de te culpabiliser ou de te dire, «Beh, c'est parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ou j'ai pas suffisamment écouté mon corps» et ça se trouve pas du tout en fait, donc c'est juste la petite Alors nuance là, que je mettrais. effectivement, oui, absolument, parce que là, je suis en train de parler de maladies relativement bénignes, des choses plutôt mécaniques, tu vois, le dos, une bursite, une tendinite. On peut pas mettre effectivement sur le même plan tout type de maladie, tout type Ouais, de ouais. problème de santé. On est absolument d'accord là-dessus. Mmh. Parce que je dis ça, alors, là, je vais citer quelque chose aussi qui n'est pas, effectivement une maladie grave. Moi, j'ai une calcification au niveau de l'épaule et mon père, il y a cet été, me dit, «Mais peut-être aussi que tu as cette calcification et qui est visiblement, assez grosse et qui est très douloureuse». Mon père me dit: «Mais peut-être aussi c'est parce que tu es trop sédentaire, en fait». Parce qu'on je l'ai beaucoup aidé, cet été, avec des activités très manuelles, très physiques et tout, à ranger plein de choses et tout ça. Et du coup, je pose la question, je vais me faire faire une infiltration pour cette épaule. Je pose l'infiltration au radiologue et puis il me dit: «Bah, en fait, on ne sait pas pourquoi des gens font des calcifications et pas d'autres». Donc tu vois, il y a un côté aussi où des fois on cherche, à rationaliser quelque chose, à expliquer quelque chose et puis en réalité, scientifiquement, on ne sait pas. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a des gens qui ont des cancers, pourquoi, hem Absolument. Pour moi, je commence toujours par poser cette question et puis je vais au médecin, je fais de la kiné, je fais du yoga, je fais aussi d'autres choses parce que je suis d'accord avec toi sur la sédentarité. Euh, Surtout, bah, quand on fait de la poterie, on est quand même très fort dans une position, alors très fort, ça c'est très belge, on est oui, dans une position très particulière pendant de longues heures. Donc c'est vrai que se détendre les épaules, le bas du dos, faire des étirements, tout ça c'est hyper important également. parce que tu as Euh, un métier physique, ouais. Ça reste un métier voilà. physique, ça sédentaire, mais quand même physique parce que tu Ouais. voilà. Tu vois, me moi, je suis toute la journée sur mon ordinateur, c'est très sédentaire, mais c'est pas physique. Oui, c'est vrai que c'est très physique. On doit quand même porter des pains de terre qui font 10 kilos. On fait pas ça tous les jours, mais quand on doit décharger une voiture, voilà, c'est quand même assez lourd. On doit passer son temps à, effectivement, quand on est sur le tour, il y a la pression sur le dos, mais il y a aussi les poignets. Il y a Ouais, le surtout quand on cœur. fait des grandes pièces, donc des grands vases ou des grandes assiettes. Et tu vois, là aussi, c'est quelque chose. J'ai compris que moi, physiquement, c'était pas quelque chose que je pouvais faire sur le long terme. C'est pour ça que je fais des petites pièces. Mmh. Bon, d'abord, j'adore les petites pièces. J'ai toujours été très dinette quand j'étais petite. Mais en plus, bien, je ne veux pas risquer de me faire plus mal. Et donc, j'ai adapté la production à, voilà, des choses qui ne vont pas m'impacter physiquement. Mmh. OK. Alors justement, parle-nous un petit peu de ce que tu crées. Donc beaucoup de palettes, c'est ce qu'on voit, par exemple, ces derniers jours, des mugs, enfin plein de choses. Je crée ce que j'aime et ce que j'utilise. Mmh. Comme je l'ai dit, Pottery with Soul, c'est ma bulle de liberté. C'est-à-dire que c'est l'endroit, le seul endroit où je peux faire exactement ce que je veux. Quand on est en famille, on fait des choses pour son mari, pour ses enfants. Quand on travaille, on fait des choses pour sa société. Là, je suis la seule à décider ce que je fais. Et je ne veux pas faire des choses qui ne me donnent aucun plaisir et que je n'utilise pas moi-même, parce que je trouve que c'est plus facile de créer des pièces qui sont fonctionnelles quand on les utilise soi-même. Mmh. Donc, qu'est-ce que j'aime? J'aime le thé, j'aime le café, donc oui, je fais des mugs. J'aime les bougies parfumées, donc j'ai fait pendant pas mal de temps des collaborations pour des bougies parfumées, des contenants de bougies parfumées, et je travaillais avec une cirière qui les remplissait. Je fais des vases parce que j'adore les fleurs, et je fais des petits vases parce que je trouve que les fleurs ça coûte relativement cher. Moi, je suis pas un jardin avec beaucoup de fleurs à couper, donc j'achète mes fleurs
Mais on arrive vite sur des bouquets à 30, 35 euros. Et j'ai trouvé un fleuriste à côté de chez moi qui fait des petits bouquets en abonnement à 10, 15 euros. Donc, ce sont des petits bouquets. Et donc, j'ai fait des petits vases. Comme ça permet de changer. En plus, si vous passez de temps en temps dans un endroit, je sais qu'ici, il y a par exemple des pois de senteur qui fleurissent dans des endroits publics. Donc, je coupe des petits pois de senteur, je les mets dedans. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des boucles d'oreilles. Voilà. Ça se voit pas, mais j'ai des belles boucles d'oreilles que j'ai achetées en Crète. Je fais des boucles d'oreilles en porcelaine papier. Donc, la porcelaine papier, c'est une porcelaine qui est mélangée avec du papier. Donc, ça donne plus de rigidité quand on l'étale, quand on la travaille. Et l'avantage également, c'est que quand ça va cuire, le papier va brûler. Donc, vous vous retrouvez avec une pièce qui est encore plus légère. Donc, mes boucles d'oreilles, elles font pas plus que 3 grammes. Donc, c'est vraiment des pièces super, super légères. Et quelquefois, on a tendance à dire, ah, les boucles d'oreilles en céramique, ça doit être lourd. Alors en fait, c'est clair. C'est pas du tout lourd. Et puis sinon, effectivement, je fais des palettes d'aquarelle pour les aquarellistes qui veulent travailler sur un support en céramique plutôt qu'un support en plastique. Ok. Donc ça t'a amené à faire des collaborations, je pense aux couleurs VF. Effectivement, j'ai fait énormément de collaborations avec Flo et Val. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que c'est grâce à Valentine que j'ai commencé à faire des palettes en céramique. Elle m'avait acheté 2 petites tasses sur Internet. Et puis, de fil en aiguille, au sein d'une conversation sur Instagram, m'a demandé si je faisais des palettes en céramique. Ce que je ne faisais pas. Et donc, j'avais un tampon que j'avais gravé avec un pissenlit, ou une ombelle. Plus joli de dire une ombelle qu'un pissenlit, qui est aussi la fleur de mon logo. Et je savais pas trop quoi faire avec ce tampon, parce que sur des pièces rondes, c'est pas évident en fait d'aller tamponner pour créer un motif en relief. Et là, je me suis dit, mais la palette, c'est à plat, c'est le parfait support pour tester ce tampon. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, la palette lui a tellement plu qu'elle m'a demandé de lui en faire une autre, ou en tout cas, si j'en avais une autre, qu'elle pouvait mettre en prix dans un concours qu'elle organisait en fait quelques semaines après. Et c'est vraiment cette collaboration, cette participation au concours qui a fait décoller le compte pour les palettes d'aquarelle et le compte en général en fait. Ensuite, ton compte à toi. Oui, mon compte, le compte Pottery with Soul. Je pense que j'étais en vacances en Dordogne avec mes enfants. Et j'avais 1900 abonnés. Et je pense qu'à la fin, j'en avais 4500. Et tous les jours, je regardais, et il y avait ma fille qui me disait, mais maman, regarde, t'en as 1000 en plus et tout. Et moi, j'étais, mais je comprends pas. Voilà. Donc, c'était assez rigolo. C'était une période assez drôle. Ouais. C'était il y a 2-3 ans? 2021. Ou 2020, non, c'était l'année du Covid. 2020. 4 ans, tout à fait. Ok. Et donc que des gens qualifiés, parce que quand ça arrive comme ça en masse, le danger, et pour un concours, le danger, c'est que... C'est vrai. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Insta? Je suis sûre que tu as plein de choses à dire. Qu'est-ce que moi j'ai à dire sur Insta? Oh là là, j'ai plein de choses à dire sur Insta. Insta, c'est... Comme on a entendu, j'ai fait de la communication. J'adore échanger avec les gens. Mais j'ai commencé Instagram, comme tout le monde, comme tout le monde. J'aurais peut-être reformulé ça. Non pas pour avoir des abonnés, puisque c'était il y a 5 ans maintenant que j'ai commencé mon compte Instagram. À l'époque, c'était pas du tout la même philosophie. C'était vraiment pour partager, c'était pour avoir des retours d'expérience, c'était pour voir si éventuellement certaines pièces que je faisais plaisaient, parce que c'est vrai que je commençais à en avoir un peu qui s'accumulaient dans ma cave. Et à l'époque, c'était des mugs, des tasses, des théières.
Et comme on était encore un petit peu quand même dans cette réflexion, qu'est-ce que je vais faire après mon burn-out, je me suis dit, je vais peut-être essayer de regarder si, voilà, si ça plaît, si ça convient, si ceci, si cela. Et j'ai trouvé que à l'époque, c'était un endroit très safe, parce qu'en fait, quand on est en burn-out, on n'a pas envie de s'exposer à des situations compliquées. Et j'ai trouvé que c'était un endroit, oui, comme je dis, très safe. J'ai vraiment, à part une fois, depuis 5 ans, eu une situation compliquée de quelqu'un qui m'a insultée. Mais sinon, à part ça, ça a toujours été très bienveillant. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. C'est vrai, enfin dans le sens où moi j'aime bien faire des jolies photos, j'aime bien mettre en scène, et j'ai essayé de construire ça autour de l'image de marque que j'ai commencé à développer à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que on sait pas trop quoi mettre, on sait pas trop quoi dire. Je veux dire, on est des gens avec plein d'idées, avec plein d'intérêts, avec comment est-ce que je peux exprimer ça? Des centres d'intérêt très variés. Et en fait, on se rend compte à un moment donné qu'on doit quand même, si on veut vendre, si on veut se faire connaître, si on veut que les gens gardent une image de soi, arriver à recentrer cette image, recentrer nos centres d'intérêt, recentrer notre communication, nos supports de communication, notre identité visuelle, pour que quand ils voient un de nos produits, tout de suite, ils se disent « Ah oui, tiens, c'est telle personne ». Et j'ai travaillé avec une agence, en fait, une agence de communication visuelle pour refaire mon logo, qui m'a posé énormément de questions. Je trouvais que c'était vraiment super intéressant sur qui j'étais, quelle était ma cible, mais aussi quelles étaient mes valeurs, ce que je voulais transmettre. Et ça correspondait au moment où j'étais en train de faire ce travail avec ma coach sur justement savoir qui je suis moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'être vis-à-vis du monde. Et j'avais déjà commencé à réfléchir à ces valeurs dans l'entreprise, mais après ces valeurs plus générales. Et je me suis vraiment rendu compte que les deux mondes coïncidaient, c'est-à-dire qui j'étais dans la vraie vie et qui je voulais être, ou en tout cas la marque, comment je voulais présenter ma marque. Et donc en fait à ce moment-là c'est très simple, on fusionne les deux et ça devient facile de communiquer puisqu'en fait on communique sur soi entre guillemets, on communique d'une façon très authentique puisqu'on n'est pas en train de se chercher ou de se créer un personnage. Donc voilà, à ce moment-là, les choses ont commencé à s'emballer un peu pour revenir à ta question d'Instagram. À partir du moment où j'ai su trouver ma voie VOIX, tu vois, comment communiquer, quoi communiquer, les gens qui ont envie d'entendre ce message, ils vont le trouver, ils vont rester, et ça continue en fait, ça s'auto-alimente, tout simplement. C'est un petit peu compliqué, je me rends compte que je raconte des choses qui peuvent être très abstraites, mais en gros, j'ai parfois des gens qui me demandent comment est-ce que tu fais pour que tes réels fonctionnent autant tout le temps? Et c'est arrivé depuis à peu près 1 an. Et en fait, je n'y avais jamais réfléchi, et je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est utiliser les nouvelles fonctionnalités d'Instagram. À chaque fois, il y a un nouveau truc, il faut le faire. Alors, c'est vrai que maintenant, ça devient très compliqué parce qu'il faut faire de la vidéo, il faut faire de la musique, il faut faire du voice-over, il faut mettre du texte sur la vidéo qui n'est pas le même que le texte dans la description. Ça prend énormément de temps. Et voilà, utiliser les fonctionnalités d'Instagram, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je dis ce que j'aurais aimé entendre, ou ce que j'aimerais entendre, ou ce que j'aimerais voir. Et je pense que je suis pas la seule. Voilà, je suis pas du tout une exception. Donc, quand je dis ce que j'aimerais voir et entendre, on est des milliers à vouloir voir et entendre cette chose-là, sur comment développer une entreprise, comment rester soi-même par rapport à Instagram, comment on a des doutes, comment on change sa façon de travailler, comment justement on peut faire deux métiers. On n'est pas obligé d'avoir simplement un métier.
on peut faire deux choses. On est dans une société où on nous a souvent dit que nos études allaient nous amener à un métier et qu'on allait le faire toute notre vie. Pendant 40 ans. Et donc, ouais. voilà, réussir à détricoter un peu ces choses-là, en fait, je pense que moi, c'est ce que j'aime entendre, c'est ce que j'aime voir. Et à nouveau, je le dis, je suis pas la seule. Donc, mon contenu n'est pas du tout unique, dans le sens où j'ai pas des idées géniales. Je dis ce que plein de gens pensent, en fait. Ouais. Je pense que ce qui peut, j'allais dire perturber, c'est pas perturber, mais questionner, c'est de se dire, effectivement, tu parles régulièrement, de temps à autre, de burn-out ou de choses comme ça. Mais finalement, alors déjà, montrer ses vulnérabilités, c'est hyper dur. Je sais pas ce que tu en penses, mais montrer qu'on est faillible, etc., qu'on n'est pas parfait, c'est difficile. Et en plus de dire finalement, est-ce que ça va dans le sens de la vente? Et sans dire que, tu vois, les personnes qui sont absolument lisses et qui ne disent jamais de trucs personnels ou qui se montrent pas vulnérables sont hypocrites ou calculateurs, manipulateurs, etc. C'est pas du tout ça, mais de dire voilà jusqu'où en fait on va dans l'authenticité, parce que tu pourrais, enfin, tu Oui, vois, il y a un truc où est-ce qu'on va pas un peu trop loin? Je suis assez d'accord avec toi en fait. Hein. Je dis ça juste pour essayer de réfléchir un peu plus largement, mais je comprends. et voilà, est-ce qu'à un moment donné, on sort pas finalement de ce qu'on vient chercher quand on vient voir une pièce en porcelaine? Voilà, je fais un peu Non, le mais tu as mauvais tout à fait filtre. raison. Et quand je disais qu'il y avait une personne un jour qui avait été assez, enfin, bon, j'ai eu c'était l'été, non, c'était vers Noël dernier, une personne qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire ma thérapie sur Instagram. Donc, Sympa. effectivement, maintenant, mon compte Instagram, c'est à moi. Si vous n'êtes plus Ouais. content, si vous ne vous sentez plus en accord avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre, La moi, je porte vais est pas là-bas. changer. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est très facile de se désinscrire, hein. Il y a un petit bouton, mais voilà. Moi, je demande de compte à personne. Je veux pas que les gens restent pour rester. Donc, à partir du moment où on a compris ça, à partir du moment où on se dit que c'est facile pour les gens de partir et que si jamais ça ne leur convient plus, eh bien, c'est OK. Moi, je me désabonne très souvent de compte. Ça devient plus facile, on se restreint moins. On n'est pas trop en train de se dire est-ce que ça va être OK, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. La seule chose que je me pose comme question, c'est est-ce que je dis des choses qui vont heurter qui que ce soit dans ma famille, parmi mes proches, parmi des gens que je connais. Ça, c'est vraiment la première réflexion. Ou moi, tout simplement. Est-ce que ça va me mettre moi dans une position inconfortable pour l'avenir? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que c'est en accord avec qui je suis? Ça, c'est très important parce que, à nouveau, je vais pas aller taper dans un discours qui n'est pas le mien pour avoir des abonnés. C'est pas du tout le but. Voilà. Maintenant, pour ta première question, est-ce que c'est pas difficile de montrer ses vulnérabilités? Mais si, absolument. Par contre, je crois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on le fait, comme tout. Comme tout, ouais. Voilà, exactement. Donc la démarche, elle est difficile à initier, elle est difficile à commencer. Pour toutes les questions que tu as évoquées, parce que est-ce qu'on se met en danger, qu'est-ce qu'on va susciter comme réaction, etc. Je pense qu'en fait, on peut avoir peur de réactions, de commentaires, de haters, de choses comme ça. Se désabonner, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quelquefois, des commentaires qui peuvent être déstabilisants, eh bien, c'est un peu compliqué à gérer. Et je pense que les personnes qui les émettent, ces commentaires désagréables à recevoir, pour une partie, je parle pas des vrais haters qui sont là pour foutre la merde, entre guillemets, si tu me passes l'expression, mais il y a des personnes qui se rendent pas compte, je pense, et qui doivent se dire oui, bon, bah, c'est bon, j'ai pas été méchant, tu vois. J'ai eu une comme ça, tu vois, il y a 2 semaines, 3 semaines, où elle a commenté en disant bah, l'interview était sympa, mais dommage pour le son et tout, c'est pas terrible, puis c'est pas la première fois. Et là, tu fais ah ouais, d'accord, ok, je vais ramasser mes dents et ça va aller mieux, mais et tu dis mais tu sais ce que ça représente en fait le boulot que je fais, donc oui.
Oui, Et c'est sans facile doute un que la commentaire. personne n'imaginait pas, tu vois, que ça susciterait autant de choses négatives en moi. Elle a sans doute pas pensé à mal. Non, je pense qu'en fait, ça reste compliqué de recevoir des commentaires négatifs quand nous, on sait tout ce qu'il y a comme travail derrière. Tu vois? En fait, c'est ça le truc. Je pense que toi, tu sais tout le temps que tu passes, l'investissement que tu as fait en matériel, la passion que tu as pour tes interviews. Et par conséquent, oui, ok, peut-être que le son était pas super, mais est-ce que vraiment c'est si important dans le sens où on a quand même compris l'interview, on a quand même réussi à suivre tout. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'écrire un commentaire comme ça? Mm. Je ne sais pas. Je pense toujours que les gens, et quand je dis les gens, c'est vraiment avec un grand G majuscule, parce qu'on est dans une position de public, on est en public, on s'offre au monde quelque part. On s'expose. C'est ok pour tout dire. Et n'importe quoi et n'importe comment, sans mettre de gants, sans ceci, sans cela, sans filtre en fait. Voilà, sans filtre. Et alors c'est aussi un petit peu à nous, c'est vrai, de se construire une carapace sur ça. C'est pas toujours évident. Hein, il y a 2 jours, j'ai dû prendre un petit peu de recul par rapport à quelque chose qui s'était passé. Je me rends compte que je mets beaucoup moins de temps à récupérer maintenant qu'avant. Donc ça, c'est ma petite victoire. Là où avant, peut-être que j'aurais été sous la couette pendant 1 à 2 semaines, là, ça m'a pris 1 ou 2 jours. Donc ça, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que se détacher un petit peu de ces commentaires, ça reste, pour moi, sans doute, ouais, la chose la plus difficile. Et sans doute que moins on en a, plus c'est difficile de les accepter. Parce que tu vois, il y a des personnes qui régulièrement se font un peu clasher, soit parce qu'elles ont des positions un peu clivantes, ou tu vois, je pense toutes les personnes qui ont pris position sur leur compte Instagram au moment des législatives en France. Donc je sais pas à quel point ça t'a touché, mais bon, tu restes française, tu vis en Belgique, mais tu es française. Mais tu vois, sur ce mois de juin là, mais qu'est-ce que c'était désagréable comme sensation que tout le monde s'en prenait plein la tronche en fait, simplement parce que tu avais osé dire soit voter, enfin juste aller voter, tu vois, ou alors un petit peu plus avancé dans la prise de position, c'est pas possible de laisser passer le RN. Et donc en fait, moi je m'en suis pris qu'un. J'avais juste fait une story, donc ça n'a duré que 24 heures, mais j'ai quand même eu une réflexion très désagréable. Mais comme je savais que tout le monde se prenait un peu ce genre de réflexion dès que tu l'ouvrais, entre guillemets, un petit peu, bah ça m'a glissé dessus, mais alors vraiment. Et je pense que dans un autre contexte, ça m'aurait blessé, quoi. Et donc, voilà. Et sans doute que la carapace, elle est plus facile et elle est plus rapide à se forger quand justement tu es régulièrement exposé, tu t'en prends un peu plein la tronche, etc. Tu vois, ne serait-ce que sur des comptes Instagram engagés sur la cause écologique ou sur le végétarisme ou sur plein de choses comme ça, et qui s'en prennent plein la tronche alors qu'ils ont juste rien demandé. Enfin, ils ont rien demandé. Ils ont juste dit, bah, si vous pouvez manger un peu moins de viande, c'est mieux. Ouais. Et regardez, il y a ci, il y a ça, et enfin voilà, en proposant des choses. Si vous pouvez consommer de manière un peu plus éco-responsable, et ben c'est bien, il y a ci, il y a ça, etc. Et ils se prennent quand même des flots de merde, quoi. Donc, ouais, c'est bon. C'est pas, ouais, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment pas facile. Par contre, une direction que j'ai vraiment volontairement prise, c'est aucun contenu clivant. Ça, c'est vrai que j'y avais beaucoup réfléchi parce qu'il y a quelques temps de ça, on voyait des gens qui disaient que c'était bien justement de proposer du contenu clivant parce que ça allait créer de l'engagement et qui disait engagement disait visibilité, etc., etc. Il faut assumer, hein. J'ai longtemps réfléchi, comme tout le monde, j'imagine. Mais non, je veux absolument pas faire de contenu clivant parce que, à nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui veulent de temps en temps juste être dans une petite bulle, avoir quelque chose où on sait un compte sur lequel on sait qu'on on va pas commencer à se crêper le chignon et on entend déjà tellement partout plein de choses qui sont désagréables sur des tas de réseaux sociaux, à la télé, des mauvaises nouvelles, ceci et cela, qu'en fait,
voilà, j'ai décidé de pas apporter ma pierre à l'édifice à ce niveau-là. C'est vrai que certaines personnes pourraient se dire, mais elle prend pas position, elle s'engage pas sur les élections. C'est vrai que je suis française, mais j'ai pas, voilà, je ne mêle pas certains sujets en fait à ma communication et à Poetry with Soul. C'est vrai, parce que je pense que je ne serais pas capable justement de gérer ce flux qui pourrait arriver. Ouais. Et c'est pas par manque d'intérêt ou. Absolument pas. Mais je suis bien tranchée. Je prends position sur plein de choses, plein de sujets, mais que je ne vais pas mettre en avant effectivement sur Instagram. Bon, allez, changeons de sujet. Bon, là, on vient de parler de choses un peu négatives et tout. Est-ce que tu peux partager avec nous ton meilleur souvenir ou un de tes meilleurs souvenirs dans toute cette aventure Poetry with Soul? Waouh. Ok, alors le meilleur souvenir, bon, il y en a plein, mais quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui sans doute a marqué le début aussi d'une nouvelle étape, c'est quand j'ai signé mon contrat pour mon atelier ici à 100 mètres de la maison. C'était maintenant il y a 2 ans, c'était en avril. Et c'était la concrétisation que j'étais capable de mettre en place cette aventure d'une façon professionnelle et professionnalisée, sans que ça paraisse une lubie à mon entourage, à moi-même, et en me disant que c'était moi qui l'avais fait. C'était vraiment une récompense de tout le chemin que j'avais parcouru depuis 4 ans, avec ma coach, avec mon mari, avec mes enfants. Voilà, c'est quelque chose qui m'a permis de voir que je pouvais croire en moi, que j'avais la capacité de prendre des décisions qui n'étaient pas des décisions complètement débiles, qui n'étaient pas des décisions farfelues. Je pense que quand on fait un burn-out, on a complètement perdu sa confiance, on a complètement perdu la voix qu'on a dans le monde, dans le sens où on ne peut pas s'exprimer, on a l'impression qu'on n'a plus rien à dire, que personne nous écoute, qu'on a perdu notre bon sens, notre capacité d'analyse, mais surtout aussi notre capacité à faire les choses. On a été dépossédés de nous-mêmes, en fait. Et recommencer à prendre des décisions petit à petit, parce que ça, c'était une grosse décision de signer un bail. Ça m'engage quand même 900 € par mois de loyer. Et ça a été la dernière grosse étape de plein de petits pas qui ont eu lieu avant, des minuscules petits pas. Et je suis très reconnaissante à plein de gens qui m'ont accompagnée. Heureusement que c'est pas filmé, hein. Désolée pour la minute émotion. Non, c'est beau. Enfin, c'est beau. Après, voilà, il faut justement accueillir ces émotions aussi. Elles font partie de toi. Je sais. Je sens une grande sensibilité. Oui. Ouais, super étape. C'est une fierté, une grosse fierté. C'est pas ce qui m'est arrivé forcément, c'est pas forcément mon meilleur souvenir, mais c'est ce que j'en garderai si jamais l'aventure se termine un jour. Ce sera comme le firmament en fait. Donc tu vois, pour moi, c'est même pas les ventes. C'est vrai que je suis dans une situation où en fait c'est un revenu complémentaire. Si jamais un jour je me mets dans une position où je dois avoir mon revenu à 100% par la céramique, j'aurai une position différente. Mais à l'heure actuelle, c'est la concrétisation d'un chemin que j'ai entrepris et que je trouve, de mon point de vue personnel, que j'ai réussi. Est-ce que c'est finalement pas le meilleur compromis, le meilleur équilibre d'avoir ton activité salariée stable et puis de t'éclater avec un autre projet, tu vois, qui finalement qui génère des revenus, donc qui sont valorisants aussi, parce que alors on peut tout à fait avoir une passion et que ça ne génère pas de revenus, et c'est très bien, et si on n'en ressent pas le besoin, il n'y a aucun problème. Mais finalement, là, on a la concrétisation sonnant et trébuchant de notre travail, de cette passion-là. Est-ce que finalement, tu vois, c'est pas le meilleur des deux mondes? Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur des deux mondes, effectivement, parce que ce que je dois faire pour Poetry with Soul,
enrichi la personne que je suis pour un travail salarié, parce que ça m'a donné une meilleure assise, parce que je sais justement que je suis maintenant capable de prendre des décisions qui sont des bonnes décisions, et que si de temps en temps, au sein de ma société, je fais part d'un avis qui n'est pas suivi, je sais que c'est pas parce que j'ai un mauvais avis. Je sais que c'est pas parce que j'ai mal exprimé cet avis, c'est juste que cet avis ne rentre pas en ligne de compte de leur philosophie à ce moment-là. Et donc, ça évite de me remettre en question tout le temps. Donc ça, c'est effectivement la force de pouvoir avoir une activité complémentaire dans laquelle on est décisionnaire, de pouvoir avoir cette position ferme et ne pas se remettre tout le temps en question. Parce que c'est vrai que dans les sociétés souvent dans lesquelles on travaille, on a tendance à remettre énormément en question tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, à chercher une approbation. Alors qu'en fait, je n'ai plus besoin de ça maintenant, en fait. Elle est plus nécessaire. Maintenant, je pense qu'effectivement, en termes de Pottery with Soul, c'est très confortable d'avoir un travail salarié pour lequel j'ai une assurance groupe, pour lequel j'ai une retraite, pour lequel j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Et donc, ça me permet de faire des projets, justement, que j'ai envie de faire, d'avoir justement cette liberté que je cherche. Et s'il n'y a pas les deux, je ne sais pas effectivement comment ça pourrait continuer à fonctionner. Donc, à suivre, parce que un job salarié, c'est pas un job à vie, hein, je suis pas fonctionnaire. Donc, il peut se trouver très bien qu'à un moment donné, je dois faire des choix qui sont différents. On verra à ce moment-là. Ce que j'essaye de faire, c'est de vivre dans le moment maintenant. C'est parfait, donc j'en profite. Et j'essaye pas trop de penser à ce qui se passerait si les choses devaient changer. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, super. Super conclusion. Merci beaucoup, Rosen, pour ce temps partagé avec plaisir. Ça a été très agréable. J'avoue que j'étais un petit peu stressée. Mais ça s'est très bien passé. Merci beaucoup pour ton accueil, Mélanie. Eh ben, avec plaisir. Et puis ensuite, on travaille sur Instagram. Et puis donc, tu dois avoir un site internet qui déchire. Parce que souvent, les créatrices, elles ont des sites internet qui sont pas géniaux. Mais le tien doit être super bien. Alors, j'ai un site internet qui déchire, je sais pas, mais en tout cas, il me prend pas trop de temps à faire parce qu'effectivement, je sais comment ça fonctionne. Ouais. Mais bon, comme il est en 2 langues, c'est vrai que je passe quand même pas mal de temps à faire des traductions. Ouais. Ok. On va aller regarder tout ça. Merci beaucoup, Rosen. À bientôt. Ok, merci Mélanie. À bientôt. Me revoici. Allez vite découvrir les pièces de Rosen sur Insta ou sur son site potterywithsoul.com. Je vous donne également rendez-vous sur mon compte Instagram à moi, sur mon site podcastfemain.fr ou dans ma newsletter pour à la fois suivre les coulisses du podcast et mes conseils sur l'entrepreneuriat créatif. Ce fil rouge de l'entrepreneuriat créatif, donc, ça me passionne et j'ai le grand plaisir de vous accompagner un peu plus dans le domaine avec ma formation audio copilote dont je parlais en intro. Aujourd'hui, c'est plus de 9h30 d'audio à écouter quand on veut lancer ou développer sa marque. Et c'est pas que pour les personnes qui démarrent, vraiment. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder sur mon site podcastfemain.fr et ou à m'écrire à l'adresse melanie@podcastfemain.fr. Et vraiment aller regarder parce que vous avez la possibilité de tester ce programme audio avec une quinzaine d'audios juste en laissant votre adresse email. Si cet épisode est le premier que vous écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez encore plein de créatrices et de créateurs passionnants à découvrir avec plus de 130 conversations. Il y en a autour de la porcelaine comme aujourd'hui, il y en a sur plein de sujets différents. Et si le podcast vous plaît, pensez à me soutenir en laissant un avis sur votre plateforme de podcast ou en rejoignant le Club Fémin. Ce club vous permet d'écouter à minima 4 épisodes bonus par mois pour un abonnement de 5€ par mois ou 50€ à l'année. Ça fait un peu comme un abonnement à un magazine finalement et ça m'aide énormément à faire vivre ce podcast toute l'année. Parmi les bonus, il y a comme aujourd'hui la suite des épisodes avec les invités sur des sujets bien précis, mais aussi des partages d'expériences de créatrices ou de créateurs ou des conseils d'experts. Et il y a aussi des audios de ma formation à l'entrepreneuriat créatif copilote. Alors rendez-vous sur podcastfemain.fr/club pour souscrire et avoir toutes les infos. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.